c'est un thème qu'on m'a donné et j'ai trouvé ça très intéressant de le traiter et de réfléchir un petit peu à la thématique des rapports hommes-femmes. Et on m'a demandé de le traiter dans notamment l'actualité. Alors, laissez-moi vous dire que quand on commence à chercher des infos dans l'actualité sur ce thème, ce n'est pas incroyablement réjouissant ce qu'on y trouve. Le mois dernier, c'était du 24 au 27 mars, au tribunal correctionnel de Paris a eu lieu le procès de l'acteur culte Gérard Depardieu. Il a été jugé pour des faits d'agression sexuelle. Une des deux plaignantes l'accuse de l'avoir agressé en l'enfermant entre ses cuisses pour ensuite lui toucher le pubis et remonter jusqu'à ses seins. Elle partage au tribunal les propos qu'aurait tenus l'acteur, des trucs du style « Je ne peux même plus bander avec cette chaleur » ou encore « Moi, je sais faire jouir les femmes sans les toucher ». Magique. Ensuite, au cours du procès, la défense de Gérard Depardieu accuse les femmes, je cite, d'être menteuses, vénales et hystériques. En tout cas, celles qui ont porté plainte contre lui. Les avocates de ces plaignantes sont elles aussi critiquées et attaquées verbalement. Et dans une tribune qui a été publiée dans le journal Le Monde, près de 200 avocats vont dénoncer le sexisme de ce procès. Bon, ça c'est un fait divers. Qu'est-ce qu'il vient nous dire ? Est-ce qu'il vient nous dire que c'est encore une icône du cinéma ou du monde de la culture qui chute ? Est-ce que ça vient nous dire qu'en fait il y a énormément, beaucoup trop d'agressions sexuelles et de viols dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la culture ou dans le monde du travail en général ? Est-ce que c'est un exemple des violences dans le cadre de relations de pouvoir avec une personne supérieure sur une autre, dans ce cas-là, un homme sur une femme ? Est-ce que c'est un exemple de tous les abus qui existent des hommes envers les femmes ? Ou encore un triste exemple des profonds problèmes dans les rapports hommes-femmes ? Le thème qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas Gérard Depardieu, et heureusement, mais celui des rapports hommes-femmes plus largement. Alors c'est un sujet qui est vieux comme le monde, et puis forcément il est chargé d'histoire, d'émotions, il est chargé de tout le bagage que nous-mêmes on va y mettre quand on pense à ce sujet-là. Peut-être qu'il y a beaucoup d'attentes, des frustrations. Comme l'a dit Charles dans l'introduction, moi je travaille pour une association qui produit du contenu de réflexion sur la foi, les croyances, en lien avec le monde de la culture et le monde du travail. Donc forcément, la thématique des relations hommes-femmes et la possible guerre des sexes qui s'y joue, c'est une thématique de notre culture, mais c'est aussi une thématique dont va parler la foi chrétienne, et ce qui est un petit peu plus mon domaine. Donc, voici ce que je vous propose pour le temps qui est le nôtre. S'il y a bien une guerre des sexes, à quoi ressemble le champ de bataille ? Quel est l'état des relations hommes-femmes ? Qu'est-ce qu'on peut y voir comme données tangibles autour de nous ? À quoi ressemblent aussi les forces en puissance ? Quels sont tous les enjeux sous-jacents de cette guerre des sexes ? Et puis, quelle pourrait être la fin des hostilités ? Et notamment, puisque c'est mon angle d'attaque, comment est-ce que la Bible pourrait nous aider à entrevoir peut-être une meilleure histoire de cet enjeu-là ? Donc peut-être que pour certains ou certaines d'entre nous, ce sujet, il est juste théorique. Ça vous intéresse sur le principe ou vous n'avez rien à faire ce jeudi entre 13 et 14. Peut-être que pour d'autres, c'est un sujet beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime. Et peut-être que la bataille fait déjà rage à l'intérieur. J'espère en tout cas que ce sera l'occasion de peut-être envisager que derrière l'hécatombe des rapports de genre, il peut y avoir de l'espoir, non seulement pour nos rapports entre nous, nos relations entre hommes et femmes, mais aussi, peut-être, pour une relation avec Dieu. Bon, à quoi ressemble le champ de bataille des rapports hommes-femmes ? 2 semaines après le procès hyper médiatisé de Gérard Depardieu, il y a eu une commission d'enquête sur les violences dans le milieu de la culture qui a eu lieu en France et elle a rendu ses conclusions mercredi dernier. Le rapport évoque des violences morales et sexuelles systémiques, endémiques et persistantes
dans le milieu du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Un milieu qui est bien souvent centré sur le corps, mais aussi sur la réputation, et où la précarité du travail rend difficile pour les victimes de parler. Bon, sauf que malheureusement, ce n'est pas le seul secteur professionnel qui est touché par les violences dans les rapports hommes-femmes. En France toujours, la mission interministérielle sur les violences sexistes et sexuelles sous relation d'autorité et de pouvoir a rendu son rapport en automne dernier, et ce rapport dit « Plus de 1,4 million de femmes a déclaré avoir subi des violences sexistes et sexuelles hors cadre familial », donc on est plus dans le cadre du travail par exemple, en 2021. Parmi elles, seuls 2% des victimes ont porté plainte auprès des forces de l'ordre. Et le rapport parle du sexisme et de l'emprise qui se niche parfois de façon insidieuse dans tout un tas de relations de pouvoir, d'autorité, de subordination, bref, des choses qui existent énormément dans le milieu du travail, mais aussi quand on est au sein d'un parti politique, quand on est dans une association, etc. Ces quelques exemples montrent, je pense, que, bon, il y a des soucis avec les relations hommes-femmes, et que dans le monde du travail, il y a beaucoup de rapports hommes-femmes qui, malheureusement, sont marqués par des violences d'ordre sexiste et sexuel. On note aussi des inégalités diverses, par exemple au niveau des salaires. J'ai pu en discuter un petit peu plus tôt avec certains d'entre vous. C'est quelque chose qui ressort très vite quand on réfléchit sur le sujet dans l'actualité et notamment dans le monde du travail. En 2023, dans le secteur privé, le revenu salarial moyen des femmes est inférieur de 22,2% à celui des hommes en France. Désolée par avance, j'ai beaucoup d'exemples français. Étant française, pardonnez-moi. Cet écart, il s'explique par beaucoup de choses, notamment le fait que les femmes peuvent s'arrêter plus longtemps, notamment suite à une grossesse, prendre un congé parental, ça arrive un peu plus souvent que les hommes, n'ont pas exactement les mêmes types d'emplois. Donc, une fois qu'on essaye de trouver à emploi égal, à volume de travail égal, l'écart de salaire se réduit, mais persiste, et il est à peu près à 3,8%. Donc c'est un écart qui est moins important, mais c'est un écart tout de même. Autre exemple d'inégalité, la représentation médiatique. Les femmes ne représentent que 39% des adultes vus à la télévision. J'aime bien ce genre de phrase un petit peu choc, mais c'est un peu triste en vrai. Donc l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a fait une étude et en étudiant la place des femmes à la télévision et à la radio, si on compte 50% de présentatrices, là il y a un quota, c'est la parité, les femmes constituent seulement 45% des experts et 32% des invités politiques. Et justement, et ce sera notre dernier point, dans le tour d'horizon des chiffres. Autre exemple d'inégalité, c'est la représentation politique. Aujourd'hui, 36 femmes sont à la tête du pouvoir politique de leur pays. 17 sont des chefs d'État qui ont été élus. 19 dirigent un gouvernement en tant que première ministre, par exemple. Ça représente 17 femmes sur 151 États et 19 chefs de gouvernement sur 193. Et ça, c'était selon l'Organisation des Nations Unies en 2023. Bref, les femmes représentent respectivement 11% et 10% des dirigeants de ce niveau dans le monde. Donc là, ce sont juste quelques données pour voir un petit peu le tour d'horizon de cette thématique. Bien sûr, sur les rapports hommes-femmes en général et pas que dans le domaine du travail, on peut voir d'autres types d'inégalités et plus on lit les faits divers des journaux, plus les exemples sont légion. Ça reste des chiffres, mais ces chiffres, ils reflètent forcément un nombre de problèmes qui existent et qu'on peut percevoir autour de nous. Il y a des situations inégales, il y a des situations injustes et tout ça, ça marque un déséquilibre dans nos rapports hommes-femmes. Mais si on n'était que aux chiffres, peut-être que les solutions seraient simples. Il suffirait de rétablir la parité, par exemple.
Sauf que, à mon sens, ces chiffres-là, ils viennent témoigner de réalités plus profondes. La souffrance, l'insécurité, la peur, les luttes identitaires, qu'elles soient collectives ou individuelles. Donc tout un tas d'enjeux qui se cachent finalement derrière ces statistiques. Donc quels sont tous ces enjeux ? Comme je l'ai dit en préambule, quand on fait des recherches sur Google sur les rapports hommes-femmes dans l'actualité, on tombe tout de suite sur les gros titres. Ça va parler de violences sexistes et sexuelles, ça va parler de plein d'inégalités, de plein de conflits, de plein d'incompréhensions. Mais heureusement, il y a plein de belles choses, évidemment. Sauf que puisqu'on m'a demandé de parler de cette thématique dans l'actualité, ce qui fait l'actualité, c'est rarement très beau. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a publié son baromètre sexisme à l'automne dernier, note un petit peu un résumé de tout ce dont on vient de parler. Il y a des inégalités dans le monde du travail, dans la rue, dans les transports, dans le monde politique, dans le monde du sport, etc. Mais ce que je trouve aussi très intéressant dans le baromètre de ce groupe, c'est qu'il met en lumière des différences qui ne sont pas juste des différences objectives que les chiffres nous révèlent, mais un malaise sociétal qui dit ceci: il est difficile d'être une femme aujourd'hui, mais aussi d'être un homme. Je cite: « Dans le détail, la difficulté perçue d'être une femme est davantage partagée par rapport aux années précédentes par les jeunes femmes, 86% des 25-34 ans et 94%, 94, des 18-24 ans, et les jeunes hommes qui perçoivent du coup cette même difficulté d'être une femme. Vous voyez ces chiffres, 68%, 66%. Mais les hommes indiquent aussi, pour une part non négligeable, qu'il est difficile d'être un homme aujourd'hui, 45%. Des chiffres qui sont donc en hausse auprès de toute catégorie, note ce rapport. En fait, ce que je trouve intéressant dans cette petite phrase qui est presque invisible dans ce très très long rapport, c'est que les problèmes liés au genre ne sont pas nécessairement des problèmes des genres l'un contre l'autre, mais des genres en soi. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être un homme ? Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être une femme aujourd'hui ? Alors, une des raisons, je pense, se trouve dans le pluralisme idéologique dans lequel nous vivons. Et j'explique ce que j'entends par là. Dans les médias, dans les réseaux sociaux, ou quand on suit tel ou tel influenceur, on nous envoie des centaines d'images, des centaines de messages à la minute sur ce que nous devons être, sur ce à quoi nous devons ressembler, sur ce que nous devons faire, ce que cela signifie d'être un homme, ce que cela signifie d'être une femme, etc. Et du coup, consciemment ou pas, on intériorise toutes ces images, tous ces messages, tous ces discours. Parfois, ils sont cool, parfois ils nous correspondent, parfois ils sont violents, parfois ils sont contradictoires. Alors les femmes, elles doivent être libres, elles doivent être émancipées, elles doivent être carriéristes, mais pas non plus en faire trop. Il ne faut pas non plus prendre trop de place. Les hommes, ils doivent être responsables, ils doivent être assurés, ils doivent être forts, mais ils doivent être quand même sensibles, ils doivent être féministes et déconstruits. Et en parallèle de tout ça, la transidentité questionne énormément qu'est-ce qu'on entend par homme ou femme. En plus de tout ça, je pense que vous serez d'accord avec moi, il y a des attentes qui pèsent sur nous. Les attentes peuvent venir de la société au sens large, quoi que ce soit qu'on met derrière ce mot un petit peu fourre-tout. Les attentes peuvent venir de nous-mêmes et de l'attente qu'on a dans notre intérieur de comment est-ce qu'on doit être. Les attentes peuvent venir aussi de la personne avec qui on est en couple, etc., etc. Bref, toutes ces attentes, elles sont parfois un peu démesurées. Et donc, ça met la pression à tout le monde. En parallèle, la parole, elle se libère de plus en plus sur des sujets de fond. Et c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que quand on fait des recherches dans l'actualité, on tombe sur tout un tas de moments dans l'actualité où la parole a été libérée contre les abus, contre les rapports de domination, contre les injustices.
Sauf que, évidemment, vu que la parole se libère, tous les avis aussi sont présents sur les réseaux sociaux, ce qui, à mon avis, rajoute à la cacophonie de qu'est-ce qu'être une femme et qu'est-ce qu'être un homme. Pour vous donner juste un exemple, quand j'ai fait des recherches récemment sur le féminisme, je suis tombée sur un type de féminisme qui s'appelle le féminisme identitaire. Je me dis, bon, est-ce que c'est un féminisme en plus? Et en creusant, on se rend compte que c'est les femmes, majoritairement d'ailleurs, qui se considèrent comme étant des féministes identitaires, sont en fait, sous couvert de féminisme, des mouvements d'extrême droite qui vont contre l'immigration et contre les étrangers en général. Alors qu'à la base, on avait juste le mot féminisme. Mais donc, ça nous montre à quel point, derrière un mot, derrière une réalité, dès qu'on ouvre notre smartphone, la pluralité de messages et d'idées peuvent venir aussi, à l'échelle culturelle et personnelle, nous donner beaucoup de difficultés à trouver notre place. Donc, si ça n'a jamais été particulièrement facile d'être un homme ou d'être une femme, d'être un être humain d'ailleurs en général, peut-être que par rapport à ces données-là, c'est un peu plus difficile aujourd'hui, où on s'en rend bien plus compte. Et du coup, je parlais des différentes voies qui existent dans ce champ de bataille. Donc, par exemple, dans le féminisme, on sait tout ce que c'est, mais on a un petit peu du mal à le définir. Alors, selon Larousse, le féminisme, c'est un courant de pensée et un mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ou encore, un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Et donc, dans cette définition plurielle, on entend les différents enjeux des combats féministes, qui se situent tant sur le niveau de la loi que des pratiques culturelles, sociétales et personnelles. Le féminisme, pour résumer, ça cherche vraiment à mettre en lumière les inégalités qu'on avait mentionnées plus haut et chercher à se battre pour une société plus égalitaire. Sur le papier, c'est super. Sauf qu'il existe différents types de féminisme et certains font moins l'unanimité que d'autres. Les franges plus radicales, elles font souvent débat. Parfois même, elles semblent creuser le fossé qui existe au sein même des militants féministes, voire entre les hommes et les femmes. Par exemple, le mouvement féméliste, et les deux personnes en fond le représentent, s'attache au fait qu'être une femme, c'est une réalité biologique. Et ce mouvement milite contre la transidentité. Ça rentre donc en directe opposition avec tous les groupes féministes qui accueillent en leur sein des femmes transgenres. Donc, les militants de part et d'autre ne sont pas d'accord, s'affrontent, même jusque devant les tribunaux. Du coup, si à la base on peut se dire que le féminisme c'est un mouvement social qui peut permettre de réduire les inégalités et de rapprocher, de retrouver des rapports plus sereins dans nos rapports hommes-femmes, c'est pas si simple. Un autre isme, mais qui n'a rien à voir, même si étymologiquement c'est très proche, mais dans les faits radicalement différent, et j'en parle parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, le masculinisme. Alors, toujours selon Larousse, le masculinisme, c'est, je cite, une idéologie regroupant une myriade de mouvements, principalement présents en ligne, qui, en réaction aux mouvements féministes dont ils se disent victimes, et sous couvert de dénoncer toutes les formes de discrimination, véhiculent des thèses sexistes, complotistes et réactionnaires à travers un discours misogyne et ou patriarcal bien rodé. Donc, c'est dans l'actualité et c'est pour ça que c'est important de s'y frotter. Avec le masculinisme, on a là affaire à un mouvement qui est vraiment réactionnaire, qui est violent, qui bien sûr concerne une minorité, mais une minorité qui est grandissante. Et c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus. Et je me souviens du témoignage d'un homme que je ne connais pas personnellement, mais dont j'ai entendu parler lié au masculinisme, qui expliquait qu'en fait, lui, il s'était rapproché de ces groupes presque malgré lui. Parce qu'il n'avait pas de succès avec les filles et il voulait chercher à trouver un petit peu des clés pour mieux réussir à aborder une fille et peut-être espérer être en couple un jour. Sauf que sa frustration de ne pas réussir à être en couple lui a fait se rapprocher de cercles masculinistes qui lui disaient qu'en fait, s'il n'avait pas de succès avec les filles, c'était justement à cause des femmes.
c'était à cause de notre monde qui est beaucoup trop pour les femmes, beaucoup trop pro-féministe, etc. Et du coup, il commençait à avoir des envies de meurtre à chaque fois qu'il voyait un couple dans la rue, à chaque fois qu'il voyait une femme. Et puis un jour, à force de traîner sur ces réseaux, il a vu qu'il y avait aussi beaucoup de discours xénophobes, beaucoup de discours extrémistes en termes politiques et néo-nazis. Et là, il s'est dit, attends, à la base, j'étais là pour mes problèmes de couple ou d'absence de couple. Il faut que je parte. C'est absolument pas un bon mouvement. Selon la sociologue Mélissa Blais, le masculinisme, c'est une forme d'antiféminisme qui s'appuie sur l'idée que les hommes souffrent à cause des femmes et des féministes parce que la société serait trop féminisée et que les femmes y prendraient trop de place. Et donc les communautés masculinistes, elles se retrouvent en ligne, on les appelle parfois, avec des guillemets, la manosphère. Elles portent plusieurs noms, et c'est peut-être des choses que vous auriez pu voir ici ou là dans l'actualité. Les incels pour involuntary celibates, les coachs en séduction, les mâles alpha, etc. Et derrière tous ces noms-là se trouve cette nébuleuse masculiniste. Et à mon sens, même si cette nébuleuse est minoritaire, le fait qu'on en parle beaucoup et que malgré tout ça a du succès, il faut voir le nombre d'abonnés de certains de ces influenceurs, ça fait peur. Leur succès, il vient forcément dire quelque chose sur l'état de notre monde. Ça vient forcément dire quelque chose sur où on en est dans notre société aujourd'hui. Et une des choses que ça vient dire, je pense, c'est qu'il y a clairement un malaise social lié au fait d'être un homme, d'être une femme, et de ne pas exactement savoir comment se situer et qu'est-ce que ça signifie. Du coup, il y a différents mouvements et groupes sociaux, on en a vu des petites bribes, qui vont apporter différentes tentatives de réponse face à ce malaise social. Et leurs discours, même s'ils sont radicalement différents, ils viennent tous mettre en avant des choses que nous traversons tous dans notre humanité. La souffrance dans notre rapport à l'autre, la souffrance dans notre rapport à nous-mêmes, l'insécurité d'être et de vivre dans son propre corps, la peur de ne pas être compris, accepté, protégé, la difficulté de comprendre et d'affirmer son identité. Et peut-être que certaines d'entre vous aujourd'hui se reconnaissent personnellement dans l'un de ces points. Alors, où trouver des solutions à ces problèmes ? Comment mettre fin à la guerre qui fait rage, que ce soit la guerre des sexes dans l'actualité ou dans les rapports humains en général, ou même à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors, les mouvements sociaux, en général, quand ils combattent pour une cause, ils vont affirmer que ce dont on a besoin, c'est qu'il faut plus d'éducation, plus de connaissances, des meilleures lois et un meilleur système social, et que du coup, tout ça, ça nous permettra d'avancer vers une société qui est plus égalitaire et plus juste. Alors bien sûr, c'est un objectif tout à fait louable et qui est crucial, mais ce n'est pas si simple. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, même un même mouvement social, en tout cas un même isme, un même nom, peut regrouper des réalités tellement différentes et parfois être éclatées, voire même divisées. Parce que s'il s'agit pour le féminisme de faire avancer le droit des femmes, mais que toutes les féministes ne sont pas d'accord pour définir ce que c'est une femme, comment est-ce qu'on peut résoudre le conflit ? Et si certains groupuscules voient l'avancée du droit des femmes comme une menace et que du coup ils se radicalisent, accroissant de fait les violences et les inégalités, à quoi ça ressemble ? À quoi ça ressemble là, notre champ de bataille ? À quelque chose vraiment où la fin des hostilités semble ne jamais arriver. Donc, où est-ce qu'on trouve une solution à ces problèmes ? Je pense que la souffrance dans notre rapport à l'autre et dans notre rapport à nous-mêmes, l'insécurité d'être, de vivre dans son propre corps, la peur de ne pas être compris, accepté, protégé, etc., tout ça, ce sont des choses qui sont dans nos cœurs et dans nos esprits. Ce sont des réalités que nous pouvons ressentir dans nos esprits et dans nos cœurs. Ce sont des émotions qui vont nous dépasser, qui vont nous envahir, nous submerger et qui nous montent les uns contre les autres, voire même contre nous-mêmes. Et quand elles sont trop viscérales, trop intangibles, trop indicibles, ce n'est pas juste des lois ou des systèmes
qui vont venir y mettre fin. Parce qu'à mon sens, ce sont des problèmes qui sont d'un ordre plus spirituel, de la sphère de l'esprit, et donc qui ont besoin de réponses d'ordre spirituel. Et du coup, si ces problèmes ils sont logés dans nos cœurs, à chacun d'entre nous, il faut que la solution, elle vienne directement avoir un impact dans nos cœurs. Et qui a accès à nos cœurs? Je ne vous connais pas tous et je ne peux pas savoir si vous croyez particulièrement en Dieu. Mais imaginons que ce n'est pas le cas. Je vous propose d'imaginer l'espace d'un instant que Dieu existe, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il est le créateur de fait des hommes et des femmes, et qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes parce qu'il nous a fait. Est-ce que c'est possible qu'il ait accès à nos cœurs? Est-ce que justement il ne serait pas le mieux placé pour nous sauver et mettre fin aux hostilités? La Bible chrétienne raconte une autre histoire des rapports hommes-femmes. Alors peut-être que vous êtes un petit peu sceptique là-dessus, mais laissez-moi au moins quelques instants essayer de vous raconter. Parce que derrière ce texte de plusieurs millénaires, il y a des trésors de sens pour, je pense, illuminer notre compréhension de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme et nos rapports sociaux. Alors un bref survol de la Bible, très 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 court évidemment. La Bible, ça commence avec la Genèse. Hommes et femmes créés en image de Dieu. Ça, si on considère que la Bible a été écrite dans une époque patriarcale, c'est radicalement révolutionnaire de se dire que hommes et femmes sont tous les deux créés à l'image du Dieu créateur, en égalité. C'est d'ailleurs sur cette base-là que nos systèmes politiques affirment que hommes et femmes naissent libres et égaux en droit. Ça vient du fait que la valeur et la dignité des hommes a été créée par Dieu, qui les a créés égaux. Alors oui, les choses se compliquent assez rapidement. Si vous connaissez le texte de la Genèse, il y a de la tromperie, il y a du mensonge, il y a tout un tas de problèmes qui arrivent très très vite au sein même de la communauté que représente un homme et une femme. Une théologienne formule les choses ainsi. Dans ce texte, le vrai problème n'est pas l'homme ou la femme, mais l'irruption du péché. La Bible raconte par la suite comment Dieu recherche les humains afin de les restaurer. La domination de l'homme sur la femme, quelque chose qu'on peut lire dans ce texte qui est censé rétablir l'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas le projet de Dieu pour l'humanité, mais une conséquence du péché, de la séparation d'avec Dieu, qui entraîne donc des relations perturbées. En gros, le récit biblique ici, il vient dépeindre avec réalisme les conséquences pour les femmes et pour les hommes d'être séparés de leur Créateur. Et le reste de la Bible, il s'écrit comme un appel que Dieu fait à l'humanité pour ramener l'humanité à lui et apporter la réconciliation. Donc, là où la Bible va décrire les rapports hommes-femmes, être purement descriptif, c'est comme dans l'actualité qu'on peut lire aujourd'hui, c'est pas très très beau. Mais là où la Bible donne des indications sur ce qui devrait être, là, la tendance s'inverse. Les portraits des femmes comme des hommes sont en fait loin d'être stéréotypés dans la Bible. Il y a plusieurs exemples dans le livre des Juges, qui est un livre historique pas hyper fun à lire non plus, beaucoup de batailles, beaucoup de morts, juste la réalité de nos actualités aujourd'hui, malheureusement. On voit des personnages vraiment contre-culturels, des femmes qui se font chefs d'un groupe humain, juges, guerrières, et qui finalement viennent bousculer l'ordre des choses dans leur société à ce moment-là. Dans le livre des Proverbes, qui est un livre de sagesse, mais aussi extrêmement poétique, on a le portrait d'une femme forte, entrepreneur, leader, et c'est la conclusion de tout le livre des Proverbes. Et à côté de ça, dans tout le reste de la Bible également, on peut lire des récits d'hommes qui sont vraiment, vraiment loin des stéréotypes masculins habituels. Mais c'est d'autant plus dans les évangiles qu'on peut voir que le message biblique vient mettre fin à la guerre des sexes. Les évangiles, c'est le récit de la vie de Jésus, qui se présente comme Dieu fait chair, Dieu vivant parmi les êtres humains.
Du coup, si on veut savoir ce que Dieu pense des rapports humains, si on part du principe que Dieu existe et qu'on peut le trouver dans la Bible, regardons à Jésus. Dans les évangiles, on voit que Jésus il vient rencontrer les femmes, qu'il les considère et qu'il les rejoint dans leur lutte malgré les interdictions de son époque pour un homme de parler à une femme, pour un juif de s'entretenir avec un non-juif, etc. Plein d'exemples comme ça dans les récits des évangiles. On voit Jésus qui écoute les femmes dans une culture où la parole de la femme n'a même pas de poids juridique. On voit Jésus prendre du temps pour enseigner les femmes à une époque où les femmes ne peuvent pas faire d'études. Et il encourage même les femmes à faire des études de théologie. Il leur confie aussi des tâches fondamentales comme le soutien financier de son ministère itinérant ou le fait d'annoncer la résurrection après Pâques. Et dans l'Église primitive, donc des tout premiers siècles, l'Église qui s'est construite sur Jésus, sur sa vie et sur son œuvre et sur son message, on voit que, peut-être à l'inverse de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'histoire de l'Église parfois, les femmes jouent un rôle clé. Les femmes enseignent, les femmes sont aussi responsables de petites églises, etc. Bref, on voit dans toute cette histoire biblique qui culmine dans le récit des évangiles, que Jésus vient abolir les frontières patriarcales et misogynes déjà de son époque, et que l'Église chrétienne qui grandit à sa suite poursuit ce projet de justice et d'égalité. Bon, alors ça, bien sûr, c'est dans la théorie, parce que malheureusement, l'Église, avec un grand E, comme n'importe quel groupe humain, arrive très très bien aussi à perpétrer les inégalités, les injustices, les violences et les abus. Mais ce que l'Église chrétienne réussit très bien, c'est de suivre le Christ, de vouloir en tout cas suivre le Christ. Et je pense que pour une thématique aussi énorme que celle de la guerre des sexes, en 30 minutes, sur le temps de midi, alors qu'on fatigue, c'est sûr que ça ne va pas être en un claquement de doigts que les choses vont se résorber. Mais je pense que la solution ultime à ce problème social, mais à d'autres problèmes sociaux également, à nos problèmes humains, à nos problèmes personnels, se trouve dans le fait que Dieu s'est fait être humain pour vivre au milieu de nous. Et qu'il est venu en disant vouloir nous sauver, nous pardonner et nous réconcilier avec lui, mais aussi les uns avec les autres. Le message de la foi chrétienne, ce n'est pas que chaque personne qui a la foi, elle fait tout bien. Le message de la foi chrétienne, c'est que chaque personne, qu'elle ait la foi ou pas, fait tout mal. Mais que Dieu se propose justement de venir nous rejoindre là où on fait n'importe quoi et de nous permettre d'expérimenter réconciliation et pardon. Le message de la foi chrétienne, c'est que notre identité, elle est en Dieu avant même d'être dans le fait d'être un homme ou dans le fait d'être une femme. Et que c'est dans cette identité en Dieu que nous pouvons puiser la paix. La paix par rapport à nous-mêmes et par rapport à qui nous sommes, la paix dans nos relations interpersonnelles, la paix directement avec notre Créateur. Alors bien sûr, tout ça, ça peut paraître un petit peu simplet, mais le fait de se savoir inconditionnellement aimé par Dieu et créé par Dieu directement, lui qui est le seul être parfait, le seul être éternel, le seul être tout-puissant, mine de rien, ça enlève une sacrée dose de pression quand on pense à toutes les attentes qui pèsent sur qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme et comment est-ce qu'on doit performer pour l'être bien. Ça veut aussi dire, je pense, que si on ne se sent pas bien dans nos corps, si on ne se sent pas bien dans notre genre, si on ne se sent pas bien dans qui on est, on sait que nous avons un Père parfait pour aller lui déposer tout ce qui nous pose problème et tout ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. On sait que par essence étant Dieu, on peut trouver auprès de lui le fait de nous aider à surmonter les épreuves. Lui, le garant de la vérité ultime, qui peut nous aider à nous dire réellement qui nous sommes et ce dont nous avons besoin. Mais le message de la foi chrétienne, et on arrive bientôt à la conclusion, c'est que la guerre entre les sexes, elle est normale
dans un monde séparé de Dieu. Il est normal, dans un monde qui se coupe de son Créateur, de la source de toute vie, de la source de toute bonté, de toute beauté, et dans la source même du bien, il est normal que les êtres humains soient divisés. Il est normal qu'il y ait de l'incompréhension, qu'il y ait du conflit, et particulièrement dans quelque chose qui est censé être ce que Dieu a créé. Être un homme, être une femme. Notre identité. C'est la norme, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui est prévu, et encore moins que c'est bon. Le Dieu de l'univers, il veut que son humanité soit réconciliée. Et c'est justement pour ça qu'il permet la réconciliation en Dieu et avec les autres. Jésus-Christ, il a vécu il y a 2000 ans. On est le jeudi de Pâques, donc là, il va y avoir 4 jours qui sont célébrés dans le monde entier par rapport à ce que Jésus a été, par rapport à ce que Jésus a fait. Et cette chose qu'on fête à Pâques, c'est la croix. Merci. La croix sur laquelle, selon le message, encore une fois, de la foi chrétienne et selon le message du Dieu qui dit être, de celui qui dit être Dieu lui-même, à la croix, il permet le pardon. Il prend sur lui, Jésus, tout ce qui nous sépare de Dieu, il prend sur lui l'offense et il permet les moyens de réparer cette offense. Dieu nous pardonne de tout notre mal, et alors ça devient aussi plus facile de pardonner. Le pardon entre les hommes et les femmes devient possible, car Dieu nous montre lui-même la voie du pardon. Et là encore, ça peut paraître un peu simplé dit comme ça, et c'est sûr que je n'ai pas résolu l'ensemble des problèmes de l'humanité juste en ayant résumé l'histoire biblique. Mais je pense quand même que c'est une vérité qui peut changer les cœurs en profondeur. Je l'ai vécu dans ma propre vie, et je vous souhaite sincèrement de le vivre dans la vôtre. Alors voilà comment, en tant qu'apologète en tout cas, je répondrai aux problématiques des rapports hommes-femmes. Je pense qu'une meilleure histoire est possible et qu'elle inclut le fait de se laisser approcher par le Dieu qui s'est fait chair, Jésus-Christ. Dans la foi chrétienne, on n'a pas besoin de déployer des forces incommensurées pour arriver à Dieu. Dans la foi chrétienne, Dieu vient lui-même à nous. Et à mon sens, on peut le recevoir simplement. En acceptant Jésus-Christ dans nos vies, on reçoit Dieu dans nos vies. Et alors, on peut se laisser transformer par son message d'amour et de paix qui vient justement transcender toutes les divisions que l'on peut voir autour de nous, notamment dans les rapports hommes-femmes. Je pense qu'avec le message de la foi chrétienne et avec Jésus-Christ en son centre, on peut voir la fin des hostilités dans la guerre des sexes, si elle existe dans les termes dont on en a parlé plus tôt, mais aussi dans toutes les autres guerres qui peuvent faire rage à l'extérieur ou à l'intérieur de nous. La boucle est bouclée. Le champ de bataille des rapports hommes-femmes, c'est pas top. Les forces en puissance, elles sont nombreuses, parfois violentes, contradictoires, et elles nous rendent vraiment pas la tâche facile pour essayer de détricoter le vrai du faux et de savoir comment avancer dans cette question complexe, s'il en est, des rapports hommes-femmes. Mais la fin des hostilités, je pense qu'elle est possible. Elle n'est peut-être pas hyper évidente, elle n'est peut-être pas révolutionnaire, du moins en apparence, mais je pense qu'elle se trouve là-dedans. Et je suis ravie de rester discuter avec vous, si vous le pouvez, pour peut-être en débattre ou se poser des questions. Mais je vous laisserai, si jamais c'est le moment où vous devez retourner à la suite de votre journée, avec cette question à méditer peut-être pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on veut se laisser rapprocher de Dieu ? Merci beaucoup.